Quand Henri Dubois, 67 ans, propriétaire de 3000 hectares de terres fertiles en Provence et millionnaire parti de rien, décida de donner une chance à son fils Antoine, il choisit le terrain le plus aride et maudit de ses propriétés. 50 hectares de terre argileuse près d'Avignon que personne n'avait jamais réussi à cultiver. « Si tu veux prouver que tu vaux quelque chose, fais-le avec ça », lui dit-il avec mépris, convaincu que son fils échouerait lamentablement comme toujours. Mais ce qu'Antoine réussit en seulement 7 mois avec cette terre impossible laissa Henri sans voix. Car parfois, celui qui semble perdant cache un génie que personne ne sait reconnaître. Et quand Henri réalisa ce qu'il venait de perdre, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Dans les collines provençales, entre Avignon et Aix-en-Provence, Henri Dubois régnait sur un empire agricole qui s'étendait à perte de vue. 3000 hectares de terres fertiles, des oliviers centenaires, des vignobles de Châteauneuf-du-Pape et des domaines modernes qui produisaient certains des meilleurs vins et huiles d'olive de France. À 67 ans, avec sa barbe grise et ses mains durcies par 50 années de labeur sous le soleil de Provence, Henri était devenu millionnaire en partant d'un seul hectare hérité de son grand-père. Mais sa richesse avait un prix. Henri était devenu un homme dur, impitoyable, qui ne mesurait la valeur des gens qu'à leur capacité à générer du profit. Et son jugement le plus sévère, il le réservait justement à son fils Antoine. Antoine, 32 ans, avait toujours été considéré par son père comme une déception. Après ses études d'ingénieur agronome à AgroParisTech, il avait tenté diverses activités, toutes mal terminées selon Henri. Il avait essayé avec une petite pépinière à Marseille, qui avait fait faillite au bout de 2 ans. Il avait travaillé comme consultant agricole, mais les clients étaient rares. Chaque tentative d'Antoine était accueillie par son père avec sarcasme et désapprobation. La vérité était qu'Henri ne supportait pas qu'Antoine soit différent de lui. Là où Henri était agressif en affaires, Antoine était réfléchi. Là où Henri réduisait les coûts à tout prix, Antoine pensait durabilité. Là où Henri ne voyait que des chiffres, Antoine voyait l'environnement et l'avenir. Ce matin d'avril, Antoine était venu voir son père avec l'énième demande. Il avait un projet, une idée innovante pour cultiver des produits biologiques en utilisant des techniques d'agriculture régénératrices. Il n'avait besoin que d'un bout de terre pour prouver que sa vision pouvait fonctionner. Henri l'écouta avec son sourire sceptique habituel. Quand Antoine eut terminé de parler, le vieil agriculteur se leva de son fauteuil dans son bureau et regarda par la fenêtre ses terres prospères. Il avait pris une décision qu'il croyait géniale. Il donnerait à Antoine sa dernière chance, mais à ses conditions. Henri emmena Antoine dehors, dans sa Peugeot 4x4 cabossée, vers la partie la plus reculée de sa propriété. Après 20 minutes de route sur des chemins de terre, ils arrivèrent à un plateau aride et désolé. 50 hectares de terre argileuse, sèche, battue par le Mistral provençal. C'était le terrain qu'Henri avait acquis 10 ans plus tôt, presque par erreur, lors d'une vente aux enchères judiciaires. Aucun de ses experts n'avait jamais réussi à y faire pousser quoi que ce soit. Avec un sourire cruel, Henri pointa du doigt cette étendue brunâtre et dit à Antoine que c'était son opportunité. S'il voulait prouver qu'il valait quelque chose, il devait le faire avec cette terre maudite. Il avait 1 an, après quoi ce terrain serait vendu. Antoine regarda cette désolation et sentit son cœur se briser. Son père ne lui donnait pas une chance, il lui donnait une condamnation. Mais dans ses yeux, Henri vit quelque chose qu'il n'attendait pas, de la détermination au lieu de la résignation. Henri était convaincu d'avoir mis fin une fois pour toutes aux rêveries de son fils. Il ne savait pas qu'il était sur le point de commettre l'erreur la plus grave de sa vie. Antoine passa les premiers jours à arpenter ce terrain apparemment impossible, étudiant chaque mètre carré avec l'œil expert qu'il avait aiguisé lors de ses années d'études et de tentatives ratées. Ce que son père voyait comme une terre aride et inutile. Antoine arrivait à y lire différentes histoires dans ses mottes. La terre argileuse avait en fait des caractéristiques uniques.
Elle était riche en minéraux, avait une excellente capacité de rétention d'eau une fois travaillée correctement, et sa position sur le plateau la rendait parfaite pour certaines cultures spécifiques. Antoine avait étudié des cas similaires pendant ses études et savait que ce type de sol, s'il était traité avec les bonnes techniques, pouvait devenir extrêmement fertile. Mais le véritable atout d'Antoine était sa connaissance des techniques d'agriculture régénératrice. Au lieu d'exploiter le terrain jusqu'à épuisement comme le faisait son père, Antoine voulait le régénérer, lui redonner vie grâce à des méthodes naturelles et durables. Il commença par une analyse approfondie du terrain, dépensant ses dernières économies pour des tests chimiques et des analyses de composition. Les résultats confirmèrent ses intuitions. Sous cette croûte dure et apparemment stérile, se cachait un terrain très riche en potentiel. Antoine élabora un plan en 3 phases. D'abord, il devait briser le compactage de l'argile en utilisant des techniques de labour profond, alternées avec des périodes de repos. Ensuite, il devait introduire des micro-organismes bénéfiques et de la matière organique pour réactiver l'écosystème du sol. Enfin, il devait choisir les bonnes cultures, des plantes qui non seulement pousseraient dans ces conditions, mais qui amélioreraient encore le terrain. Il avait décidé de miser sur quelque chose que personne en Provence n'avait jamais tenté à grande échelle, la culture de la truffe noire du Périgord combinée avec des plantes aromatiques rares. Une intuition géniale qui nécessitait précision scientifique et patience. Antoine vendit sa voiture pour acheter un petit tracteur d'occasion et les outils nécessaires. Il travaillait de l'aube au crépuscule, souvent sous les regards moqueurs des ouvriers de son père qui passaient par là. Henri s'amusait à raconter à ses amis comment son fils jouait dans la boue avec le pire terrain de la propriété. Mais Antoine ne se décourageait pas. Chaque jour, il voyait de petits signes d'amélioration, le terrain qui devenait plus souple, les premières pousses de plantes pionnières qu'il avait semées, l'eau qui commençait à pénétrer au lieu de s'écouler. Après 3 mois de travail intense, Antoine avait transformé ce plateau aride en un champ organisé et plein de potentiel. Mais le meilleur restait à venir. Le 4e mois marqua le début de la transformation qui allait tout changer. Les plantes aromatiques qu'Antoine avait semées commencèrent à pousser avec une vigueur qui le surprit lui-même. La lavande, le romarin, la sauge et surtout une variété rare de safran qu'il avait importé du Quercy prospérèrent de manière incroyable. Mais le vrai coup de génie d'Antoine fut l'introduction des plants mycorhizés pour la production de truffes. Il avait planté des centaines de jeunes chênes et noisetiers en les inoculant avec des spores de truffes noires d'hiver. C'était un investissement à long terme qui nécessitait des années pour porter ses fruits. Mais Antoine avait fait quelque chose de génial. Il avait combiné cette culture avec la production immédiate de plantes aromatiques. Pendant ce temps, Henri continuait d'observer de loin le travail de son fils, avec scepticisme. Il voyait Antoine travailler comme un forcené sur ce terrain impossible et secouait la tête. Il était convaincu qu'après l'été, Antoine abandonnerait comme toujours. Mais alors commencèrent à arriver les premiers visiteurs. Un producteur de cosmétiques naturels de Lyon avait entendu parler de la qualité exceptionnelle des plantes aromatiques qu'Antoine cultivait. La lavande avait un parfum si intense et pur que le producteur offrit immédiatement un contrat d'exclusivité pour toute la production. Antoine ne s'arrêta pas là. Utilisant sa formation d'ingénieur agronome et les connaissances en marketing qu'il avait acquises lors de ses échecs précédents, il commença à construire un réseau de contacts dans le secteur bio et durable. Il créa un site web, utilisa les réseaux sociaux pour documenter la transformation du terrain, commença à vendre directement aux consommateurs finaux. Le tournant arriva quand un restaurant étoilé de Lyon goûta le safran d'Antoine. Le chef fut si impressionné par la qualité qu'il commença à promouvoir sur ses réseaux sociaux cet or rouge provençal de qualité supérieure à beaucoup de productions traditionnelles. En quelques jours, Antoine reçut des commandes de toute la France. Son safran se vendait à des prix 3 fois supérieurs à l'ordinaire et la demande dépassait largement la production.
Henri commença à entendre des rumeurs au village. Les commerçants parlaient de ce jeune homme qui faisait des miracles avec un terrain que tous considéraient comme inutile. Mais l'orgueil l'empêchait d'admettre qu'il avait peut-être sous-estimé son fils. La réalité était sur le point de le frapper comme un coup de poing dans l'estomac. Au 6e mois, ce qui avait commencé comme une condamnation s'était transformé en un succès que personne n'avait prévu. Antoine avait non seulement réussi à faire pousser des produits d'une qualité exceptionnelle sur cette terre impossible, mais il avait créé un modèle économique innovant qui attirait l'attention de tout le secteur agricole français. Son approche durable et la qualité de ses produits avaient créé une réputation qui s'étendait bien au-delà de la Provence. Les plantes aromatiques d'Antoine étaient demandées par des entreprises de cosmétiques de luxe, son safran était utilisé par des chefs étoilés, et son histoire de régénération du terrain était devenue un cas d'étude dans les universités d'agronomie. Mais la vraie bombe explosa quand Antoine reçut une visite inattendue. Un groupe d'investisseurs suisses intéressés par l'agriculture durable européenne avait entendu parler de son projet et voulait voir personnellement cette terre miraculeuse. Les investisseurs furent si impressionnés par l'innovation et les résultats d'Antoine qu'ils lui proposèrent un partenariat pour exporter ses méthodes et produits en Europe. Le contrat préliminaire parlait de sommes qui donnaient le vertige. 2 millions d'euros pour les 3 premières années, avec des options d'expansion qui pouvaient atteindre 10 millions. Henri découvrit tout cela par hasard, quand un de ses amis lui raconta qu'il avait vu des Suisses en costume parcourir le terrain d'Antoine avec des tablettes et des appareils photo professionnels. Pour la première fois depuis des mois, Henri décida d'aller voir personnellement ce qui se passait sur ce terrain qu'il avait donné à son fils en guise de punition. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Le terrain aride et sec s'était transformé en une oasis de verdure ordonnée et prospère. Des rangées parfaites de plantes aromatiques créaient des géométries fascinantes. Les jeunes arbres mycorhizés poussaient luxuriants et tout le plateau avait un aspect professionnel et soigné qui rivalisait avec les meilleures exploitations agricoles de la région. Mais ce qui frappa le plus Henri fut de voir Antoine en action. Ce n'était plus le garçon insécurisé et toujours en quête d'approbation qu'il avait connu. Il était devenu un entrepreneur sûr de lui, qui expliquait ses techniques à un groupe d'agronomes venus étudier ses méthodes. Henri se cacha derrière une rangée d'arbres et écouta son fils parler avec compétence et passion d'agriculture régénératrice, de durabilité environnementale et de vision à long terme. C'étaient tous des concepts qu'Henri avait toujours méprisés, mais qu'il voyait maintenant traduits en résultats concrets et profits impressionnants. Pour la première fois de sa vie, Henri Dubois réalisa qu'il avait commis une erreur terrible. La vérité frappa Henri comme un rocher quand il commença à faire les comptes. Tandis qu'il se concentrait sur la gestion de ses terres traditionnelles avec des marges toujours plus réduites à cause de la concurrence mondiale, Antoine avait créé en seulement 6 mois une activité qui générait des profits au mètre carré 10 fois supérieurs aux siens. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Henri commença à enquêter discrètement. Ce qu'il découvrit lui fit l'effet d'un effondrement. Antoine ne gagnait pas seulement des sommes impensables avec le terrain qu'il considérait comme le pire de sa propriété, mais il avait aussi attiré l'attention des médias nationaux et internationaux. Un article dans une prestigieuse revue agricole définissait Antoine comme le jeune visionnaire qui révolutionne l'agriculture française. Un documentaire de la télévision belge avait fait un reportage spécial sur ses méthodes innovantes. Des universités étrangères l'invitaient comme conférencier pour des colloques sur l'agriculture du futur. Mais le coup le plus dur arriva quand Henri découvrit qu'Antoine avait reçu une proposition de rachat pour son projet de la part d'une multinationale de l'agriculture biologique. La somme était de 20 millions d'euros, uniquement pour les droits sur ses méthodes et pour la gestion de ce seul terrain de 50 hectares. Henri fit rapidement les calculs. En moins d'1 an, son fils avait transformé une terre qu'il évaluait à 0 en un actif de 20 millions d'euros.
C'était une performance que lui-même, avec toute son expérience, n'avait jamais réussi à atteindre. L'amertume était double, car Henri commença à réaliser que tous les échecs précédents d'Antoine n'avaient pas été des échecs, mais des expériences d'apprentissage. La pépinière avait donné à Antoine des compétences sur les plantes. Le travail de consultant lui avait fait connaître le marché. Chaque expérience avait contribué à construire les compétences qui faisaient maintenant la différence. Henri avait toujours vu ces tentatives comme des preuves de la faiblesse de son fils, mais en réalité, elles avaient été des investissements dans sa formation. Antoine avait accumulé des connaissances et des compétences qu'aucune université n'aurait pu donner. La nuit, Henri ne pouvait pas dormir. Il se rendait compte qu'il n'avait pas seulement sous-estimé son fils, mais que son arrogance lui coûtait la possibilité d'être partie prenante du plus grand succès de la famille. Mais surtout, Henri commença à comprendre qu'Antoine n'avait plus besoin de lui. Le garçon qui pendant des années avait cherché désespérément l'approbation du père, construisait maintenant son propre empire, sans plus rien demander à personne. Et Henri, le patriarche qui se croyait indispensable, se révélait complètement inutile. À la fin du 7e mois, Henri ne put plus supporter la situation. Son orgueil luttait avec la réalisation d'avoir commis l'erreur de sa vie. Il décida d'aller voir Antoine pour tenter une réconciliation, mais surtout pour essayer de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait complètement. Henri se présenta sur le terrain d'Antoine un matin d'octobre, quand les premiers brouillards automnaux rendaient le plateau encore plus suggestif. Antoine contrôlait le système d'irrigation goutte à goutte qu'il avait installé pour optimiser l'usage de l'eau, un autre élément de son approche durable. La rencontre fut embarrassante pour tous les deux. Henri tenta de commencer la conversation sur un ton paternel, félicitant Antoine pour les progrès qu'il avait faits. Mais Antoine, désormais mûr et sûr de lui, ne mordit pas à l'hameçon des flatteries tardives de son père. Henri tenta alors une stratégie différente. Il proposa à Antoine d'unir leurs forces, d'intégrer ses méthodes innovantes avec l'expérience et les ressources du groupe du bois. Il parla d'expansion, d'appliquer les techniques d'Antoine sur des centaines d'hectares, de construire ensemble un empire encore plus grand. Mais Antoine écouta poliment, sans enthousiasme. Henri se rendit compte que son fils avait déjà tout ce dont il avait besoin. Il avait les contacts, il avait les investisseurs, il avait la réputation. Il n'avait plus besoin de l'approbation ou des ressources du père. Quand Henri tenta de jouer la carte de l'autorité paternelle, Antoine répondit avec une fermeté qui le frappa droit au cœur. Il lui dit que pendant des années, il avait essayé d'obtenir respect et confiance, mais n'avait reçu que mépris et sabotage. Maintenant qu'il avait prouvé sa valeur, il n'avait plus besoin d'aucune reconnaissance. Henri tenta alors la dernière carte. Il lui rappela que ce terrain était encore sa propriété et qu'il pouvait techniquement tout reprendre à tout moment. Mais là aussi, Antoine avait une réponse toute prête. Il avait déjà consulté des avocats spécialisés et le contrat verbal qu'Henri lui avait fait devant témoins, combiné aux investissements qu'Antoine avait fait sur le terrain, lui donnait des droits légaux significatifs. De plus, Antoine avait déjà entamé des négociations pour acheter d'autres terrains dans les zones limitrophes. Il n'avait plus besoin de dépendre du père pour quoi que ce soit. Henri se rendit compte que le rapport de force s'était complètement inversé. Maintenant, c'était lui qui avait besoin d'Antoine, pas l'inverse. Le fils qu'il avait toujours considéré comme un raté était devenu l'homme de succès qu'il avait toujours prétendu être. La conversation se termina avec Antoine qui retourna à son travail, laissant Henri seul avec la conscience d'avoir perdu à jamais l'opportunité d'être partie prenante du succès de son fils. 1 an après cette confrontation humiliante, Antoine avait achevé sa transformation de fils raté en entrepreneur à succès. Le contrat avec les investisseurs suisses avait été signé et Antoine avait utilisé les fonds pour étendre son projet sur 300 hectares de terrain achetés dans la région. La méthode du bois. Antoine avait gardé le nom de famille dans le nom de son entreprise, plus par tradition que par reconnaissance envers le père, était devenu un cas d'étude international.
Des universités du monde entier envoyaient des étudiants faire des stages dans son entreprise. Et Antoine était devenu un consultant recherché pour des projets d'agriculture durable en Europe, Asie et Amérique. Mais le succès le plus doux pour Antoine fut quand il reçut le prix Innovateur de l'année de la Chambre de commerce d'Avignon. Henri, qui pendant des années avait reçu des reconnaissances similaires pour ses activités traditionnelles, se retrouva à lire dans le journal local l'article qui célébrait son fils comme l'avenir de l'agriculture provençale. Antoine avait aussi trouvé l'amour. Camille, une biologiste marine qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur la durabilité, était devenue sa partenaire aussi bien dans la vie que dans les affaires. Ensemble, ils développaient des projets encore plus ambitieux, qui impliquaient la régénération d'écosystèmes marins connectés à l'agriculture côtière. Henri observait tout cela de loin, comme un spectateur exclu du succès qu'il avait contribué à créer de la manière la plus involontaire possible. Ces terres traditionnelles continuaient à produire des profits décents, mais rien qui puisse concurrencer l'innovation et la vision d'Antoine. Le moment le plus douloureux pour Henri arriva quand Antoine annonça ses fiançailles avec Camille. La cérémonie aurait lieu précisément sur le plateau qu'Henri avait donné à son fils en guise de punition, et qui était maintenant devenu un modèle de beauté et de productivité. Henri ne fut pas invité, pas officiellement du moins. Antoine était trop poli pour exclure explicitement son père, mais Henri comprit que sa présence n'était pas désirée. Le fils qui, pendant des années, avait cherché désespérément son approbation, ne ressentait plus maintenant le besoin même de sa présence. Henri réalisa qu'il avait créé son propre isolement. Il avait repoussé la seule personne qui aurait pu être son vrai héritier et successeur. Il avait choisi l'orgueil au lieu de l'amour, le contrôle au lieu de la confiance, et payait maintenant le prix de son arrogance. Le jour du mariage d'Antoine, Henri resta dans sa maison regardant par les fenêtres les lumières de la fête qui se déroulaient sur le terrain qu'il avait autrefois considéré comme inutile. C'était la célébration du succès qui aurait pu être aussi le sien s'il avait seulement su croire en son fils au lieu de le juger. 5 ans après cette décision fatidique de donner à Antoine la pire terre de la propriété, Henri Dubois était assis seul dans son bureau, entouré des trophées et reconnaissances d'une vie de succès qui lui semblait maintenant vide. Par la fenêtre, il pouvait voir les lumières de l'entreprise d'Antoine, qui était devenue entre-temps un complexe de bâtiments modernes et éco-durables qui attirait des visiteurs du monde entier. Antoine avait transformé ses 50 hectares en un empire qui rapportait plus que toutes les autres propriétés Dubois réunies. Son centre d'excellence pour l'agriculture régénératrice était devenu une destination pour agronomes, investisseurs, politiques et journalistes intéressés par l'avenir de l'agriculture. Henri avait tenté plusieurs fois au cours des années de se rapprocher de son fils, mais chaque tentative s'était heurtée à l'indifférence polie mais ferme d'Antoine. Il n'y avait pas de haine, pas de rancune, mais il y avait quelque chose de pire, l'absence totale de besoin. Antoine avait construit sa vie et son succès sans le père, et Henri était devenu désormais inutile. Le coup final était arrivé quand Antoine avait acheté tous les terrains limitrophes à la propriété d'Henri, devenant de fait le plus grand propriétaire terrien et le plus innovant de la région. Le fils avait dépassé le père non seulement en termes de succès, mais aussi d'influence et de respect dans la communauté. Henri s'était rendu compte trop tard que le vrai trésor de sa vie n'était pas ses 3000 hectares, mais le potentiel incroyable du fils qu'il avait toujours sous-estimé. Il avait passé une vie à construire un empire matériel, mais avait détruit la valeur la plus importante, la famille. Maintenant, à 72 ans, Henri regardait en arrière et voyait clairement toutes les erreurs qu'il avait commises. Chaque fois qu'Antoine avait essayé de montrer ses idées, Henri l'avait fait taire. Chaque fois que le fils avait demandé confiance, il avait répondu par le scepticisme. Chaque fois qu'Antoine avait cherché amour et approbation, Henri n'avait donné que jugements et critiques. Le paradoxe était amer. En donnant à Antoine la pire terre en guise de punition, Henri lui avait involontairement fait le plus grand cadeau de sa vie.
Ce défi apparemment impossible avait obligé Antoine à donner le meilleur de lui-même, à innover, à penser différemment. Si Henri lui avait donné des terres faciles à cultiver, peut-être qu'Antoine n'aurait jamais développé le génie que tout le monde reconnaissait maintenant. Henri avait créé le succès de son fils de la manière la plus douloureuse possible, par le rejet et le défi. Et maintenant, il devait vivre avec la conscience que le plus grand succès de la famille Dubois portait son nom, mais pas son amour, ni sa bénédiction. Le soir, quand les lumières s'éteignaient dans l'entreprise d'Antoine et qu'Henri restait seul dans le silence de sa villa trop grande, il comprenait qu'il avait gagné toutes les mauvaises batailles et perdu la seule guerre qui comptait vraiment, celle pour le cœur de son fils. Antoine Dubois était devenu l'homme de succès qu'Henri avait toujours rêvé qu'il soit. Mais il était devenu cet homme, malgré le père, pas grâce à lui. Et c'était la punition la plus cruelle que l'orgueil puisse infliger à un parent qui avait choisi le contrôle au lieu de l'amour. Henri regarda une dernière fois vers les lumières de l'entreprise d'Antoine, puis ferma les volets. Il avait appris trop tard qu'on ne peut pas contrôler ou modeler les enfants. On peut seulement les aimer et les soutenir en espérant qu'ils trouvent leur chemin. Et quand ce chemin les mène au succès, un parent peut seulement être fier de les avoir mis au monde, même s'il ne peut plus faire partie de leur triomphe. L'agriculteur millionnaire avait donné à son fils pauvre sa pire terre, pensant lui donner une leçon d'humilité. Au lieu de cela, il avait lui-même reçu la leçon la plus dure de sa vie, que l'amour ne peut pas s'acheter avec l'héritage et que le respect ne peut pas s'imposer par l'autorité. Ils ne peuvent que se gagner par la confiance et le soutien. Et c'était un investissement qu'Henri avait compris trop tard n'avoir jamais fait. Si l'histoire d'Antoine vous a inspiré et vous a fait réfléchir sur le pouvoir de croire en vos enfants, écrasez ce bouton like et partagez. Montrez que vous aussi, vous croyez qu'il faut donner confiance au lieu de mettre à l'épreuve. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà sous-estimé quelqu'un qui vous a ensuite surpris? Connaissez-vous des histoires de parents qui ont appris à croire en leurs enfants? Vos témoignages peuvent inspirer d'autres familles. Abonnez-vous immédiatement et activez toutes les notifications pour découvrir plus d'histoires incroyables de familles qui ont trouvé le chemin vers la réconciliation et le succès. Prêt pour une autre histoire qui vous émouvra? Cliquez sur n'importe quelle vidéo à l'écran maintenant et découvrez d'autres récits extraordinaires de pères, fils et secondes chances qui changeront votre perspective sur la famille.